Midi au Radio-Journal, c'est la fin d'une longue saga judiciaire. Jacques Delisle reconnaît avoir causé la mort de son épouse en s'avouant coupable d'homicide involontaire. L'ancien juge de 88 ans devra passer une journée derrière les barreaux. Et Israël cherche à importer des véhicules blindés canadiens. Bonjour, ici Mélanie Hood. L'ex-juge de la Cour d'appel du Québec, Jacques Delisle, a plaidé coupable ce matin à une accusation d'homicide involontaire. L'homme de 88 ans maintient qu'il n'a pas tué sa femme et qu'elle s'est plutôt enlevé la vie en novembre 2009. Louis-Philippe Arsenault est au Palais de justice de Québec. C'est dans une salle d'audience bondée où se trouvaient notamment ses enfants que Jacques Delisle a de nouveau été menotté pour se rendre derrière les barreaux. L'ex-juge a été condamné à une peine de 8 ans et 311 jours, mais cela se soustrait au temps qu'il a déjà purgé de 8 ans et 310 jours. Il écope donc d'une peine d'une seule journée de prison. Une libération conditionnelle lui sera toutefois accordée aujourd'hui. Il sera donc de nouveau libre dès cet après-midi. Fait particulier, les deux parties se sont entendues sur la peine, mais pas le verdict. La poursuite croit toujours à la culpabilité de meurtre au premier degré, alors que la défense, elle, croit plutôt que Jacques Delisle est seulement coupable d'avoir aidé sa femme, Nicole Rainville, à s'enlever la vie avec une arme à feu en 2009. Voici l'avocat de la défense, Maître Jacques Larochelle. Je l'explique par le triomphe de la raison. Vous avez vu l'état physique de M. Delisle, vous avez vu son âge. Je ne veux pas parler pour la couronne, là, mais je pense qu'ils ont simplement pensé que ça avait assez duré et qu'on pouvait, dans l'honneur, si vous permettez, on pouvait dans l'honneur finir d'une manière qui est un compromis. Pour ce qui est de la direction des poursuites criminelles et pénales, bien que la conclusion du premier procès soit plus représentative de la vérité, elle reconnaît l'aveu de culpabilité de Jacques Delisle. Ce verdict met donc un terme à une saga judiciaire qui aura duré près de 15 ans. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec. Au moment où la pression s'accentue sur le gouvernement Trudeau pour qu'il cesse la livraison d'équipements militaires en Israël, Radio-Canada apprend qu'Ottawa laisse volontairement en suspens une demande d'exportation de véhicules blindés fabriqués au pays et destinés à l'État hébreu. Valérie Gamache est à Ottawa. Valérie, il s'agit d'une trentaine de blindés. Oui, il s'agit donc de véhicules blindés légers de la compagnie ontarienne Rochelle. La requête pour ces véhicules s'est rendue jusqu'au bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, peu de temps après l'attaque du 7 octobre. Mais pour que la transaction aboutisse, Ottawa doit accorder les licences d'exportation nécessaires et jusqu'à maintenant, cette requête est demeurée sans réponse. Selon nos informations, le gouvernement canadien laisse volontairement traîner le dossier à cause du contexte politique pour le moins délicat qui entoure le conflit entre Israël et le Hamas. Et Valérie, si le gouvernement fédéral autorise cette transaction, il risque de s'attirer les foudres de groupes pro-palestiniens. Et par le fait même de se faire accuser de complicité dans les opérations menées par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, où les morts s'accumulent. Depuis le début du conflit, le Canada assure avoir uniquement autorisé l'exportation d'équipements militaires non létaux, mais on ne fournit pas la liste détaillée de cet équipement. Il y a l'Association des juristes canadiens pour le respect des droits de la personne qui estime que le Canada a dépensé pour plus de 28 millions de dollars en exportation de biens et de technologies militaires vers Israël depuis octobre dernier. Et d'ailleurs, pour que le Canada cesse toute exportation, ils ont déposé une requête en Cour fédérale pour forcer le gouvernement Trudeau à suspendre toutes ces exportations militaires vers Israël. Et puis, d'un autre côté, le gouvernement a énormément de pression de la part de groupes juifs et israéliens au pays qui plaident le droit d'Israël à se défendre contre les terroristes du Hamas. Valérie Gamache à Ottawa. Merci. Au revoir. Le Canada annonce la réduction du nombre d'employés à son ambassade de Port-au-Prince en Haïti. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, précise que seuls les travailleurs essentiels restent sur place. L'ambassadeur et une équipe consulaire continuent à fournir une assistance aux ressortissants canadiens. Aux États-Unis, une fusée de l'entreprise SpaceX s'est désintégrée au moment de son retour vers la Terre un peu plus d'une heure après son lancement. Le vaisseau devait retomber dans l'océan Indien. L'entreprise s'est tout de même félicitée de ce vol d'essai puisqu'elle juge avoir atteint de nouveaux objectifs.
De passage en Nouvelle-Écosse, le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a défendu la décision d'Ottawa d'augmenter la taxe sur le carbone le 1er avril. Tous les premiers ministres de l'Atlantique dénoncent cette hausse. Héloïse Rodriguez a plus de détails. Le ministre Stephen Guilbeault était à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, ce matin pour annoncer un investissement de 9,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds municipal vert. Mais il a surtout dû répondre à des questions sur la hausse de la tarification fédérale sur le carbone prévue le 1er avril. Les premiers ministres progressistes conservateurs du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard s'opposent à cette augmentation, tout comme le premier ministre libéral de Terre-Neuve. En Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Houston affirme qu'il est injuste que les résidents de la province devront payer 3,3 cents de plus par litre d'essence à la pompe, pour un total de 17,6 cents en taxe carbone par litre. D'ailleurs, ici en Nouvelle-Écosse, pour une rare fois, tous les partis politiques s'entendent. Le NPD et les libéraux provinciaux sont sur la même longueur d'onde que les progressistes conservateurs. Mais Stephen Guilbeault rappelle que 8 ménages sur 10 recevront plus en remboursement que ce que la tarification carbone leur coûte et qu'il s'agit d'une mesure efficace de lutte contre les changements climatiques. Par ailleurs, Pierre Poilievre est lui aussi de passage en Atlantique. Hier, le chef du Parti conservateur du Canada s'est attaqué à la taxe carbone lorsqu'il était à Terre-Neuve et cet après-midi, il sera à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Ici Héloïse Rodriguez, Radio-Canada, Halifax. En Ontario maintenant, des centaines de familles qui ont perdu un proche pendant la pandémie de COVID-19 pourront tenter d'obtenir réparation. La Cour supérieure de la province autorise 6 recours collectifs en lien avec de la négligence dans plus de 200 foyers de longue durée. Les précisions de Mathieu Simard. La Cour supérieure de justice de l'Ontario autorise 6 recours collectifs contre des opérateurs de foyers de soins de longue durée. Au total, plus de 200 foyers sont visés par les procédures judiciaires. Les opérateurs Sienna, Revera, Schlegel, Responsive, Extendicare et Chartwell sont tous accusés de négligence. Les plaignants estiment que ces 6 regroupements de foyers n'étaient pas préparés à faire face à une pandémie. Ils ajoutent que les mesures nécessaires n'ont pas été mises en place pour protéger les résidents ainsi que les visiteurs. Le juge Morgan de la Cour supérieure n'a cependant pas voulu certifier 2 autres propositions de recours collectif. Une première contre des dizaines de foyers indépendants et une seconde contre les foyers sous la supervision de municipalités. Dans sa décision, le juge précise que les demandeurs dont le recours collectif n'a pas été autorisé peuvent tout de même poursuivre des procédures individuelles. La période couverte par les recours collectifs débute le 25 janvier 2020 et se termine le 5 mai 2023. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto.